faire échec à toute personne qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Eza likambo ya promesse te. Eza exigence légale. Ce qui est élection et salamité, eh bien, risque eza ebel. Élection de thermomètre ya souka. Il faut vraiment accord wana et salama dans le concret, mais pas reprendre des dialogues comme ce qu'on a déjà connu. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est pour vous une habitude de suivre cette très belle émission sociopolitique dénommée Retrouvailles. Le nouveau numéro, nous recevons pour vous l'honorable député national Juvénal Mounoubo, élu de Walikale au Nord Kivu. Bonjour honorable. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs. Très heureux d'être invité dans cette émission. Je m'appelle Juvénal Mounoubo, je suis député national, élu de Walikale au Nord Kivu. Nous sommes à 2 députés au Nord Kivu, l'honorable questeur de l'Assemblée nationale et moi-même. Je suis de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, le président Vital Kamerhe, où je suis chargé des relations extérieures. Et au sein du Parlement, je suis rapporteur de la sous-commission Forces armées, Commission de défense et sécurité. Ça fait pratiquement tout un mandat. Votre mandat s'est épuisé le 15 février. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le peuple congolais en général et plus précisément pour votre base de Walikale? J'ai été élu, vous l'avez bien fait de rappeler, lors des législatives de 2011 en territoire de Walikale sur la liste UNC. Je viens de finir mon mandat. Il faut dire que le mandat est terminé. Ce que nous faisons maintenant là, même cette émission, je l'ai fait pas comme un député qui est pleinement dans son mandat. C'est en dehors du mandat. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous sommes dans une situation irrégulière. Nous tous, le président de la République, l'Assemblée nationale, toutes les institutions de la République, le gouvernement, nous sommes en dehors de la période qui était prévue, en dehors de la Constitution. Et donc nous sommes sur base des accords, l'accord qui a été signé de la Saint-Sylvestre et qui peine à trouver pleine application. Alors ce que je fais, c'est quoi? J'ai dit que l'organisation commence autour de soi. C'est que j'étais rapporteur, le premier travail que moi je fais, la première tâche, j'étais rapporteur de la commission spéciale qui a rédigé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est l'honorable Mwandon Simba, de Rez Mémoire, qui nous a quittés, le doyen, qui en était président. Et moi, j'étais rapporteur de la commission spéciale qui a rédigé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous trouverez ma signature au bas de ces règlements sur chaque page pratiquement et la signature des autres collègues du bureau de la commission. Ça a été pour moi un premier travail que j'ai fait en tant que député. Et puis j'ai choisi la commission de défense et sécurité. Et comme membre de la commission de défense et sécurité, comme député, pour tout dire, j'ai initié une interpellation du ministre de la Défense, vice-premier ministre, ministre de la Défense. À l'époque, c'était Alexandre Lubantambo. Mais malheureusement, l'interpellation n'a pas abouti, parce qu'elle était rejetée à huis clos, dans une séance à huis clos. C'était à l'époque de la guerre du M23, lorsque la M23 faisait rage. Et moi, je voulais interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et éventuellement, au cas où il ne fournissait des explications, que l'Assemblée vote une motion de défiance à son encontre. Mais à huis clos, les collègues ont estimé que j'étais peut-être trop piquant dans ma façon d'aborder les questions. Et comme vous le savez, la sécurité ici relève du secret. Les secrets, on n'arrive pas à circonscrire les secrets défense. On a comme l'impression que même ce qui relève du pouvoir du député en termes de contrôle parlementaire, on a tendance à tout couvrir du sceau du secret. Raison pour laquelle mon interpellation n'est pas passée. J'ai adressé une question orale, pas une question orale, mais une question d'actualité 2 fois d'ailleurs au ministre du Plan de l'époque, Célestin Vunabandi, lorsqu'on a suspendu le Congo de l'initiative ITIE pour la transparence des industries extractives. Et une autre question d'actualité, c'était pour savoir le contenu du programme d'urgence pour la province du Nord Kivu, si je me rappelle. Et le ministre a répondu à mes questions. Et dans le cadre de contrôle parlementaire, toujours dans le cadre législatif, si je peux y revenir, je suis l'initiateur de l'amendement important. On attend la promulgation de la loi sur les manifestations pacifiques et n'est pas encore la loi Sesanga. J'ai apporté un amendement important à la loi Sesanga. C'est par rapport à l'usage des moyens non létaux, des armes non létales. Parce que la police ne doit pas utiliser des armes létales. À moins qu'on se trouve peut-être dans une situation exceptionnelle.
Mais dans l'exercice normal de la mission de la police, le principe devrait être le non-usage des armes létales ou des moyens létaux, c'est-à-dire des moyens qui peuvent, comme les armes à feu par exemple, hein, la police utilise des bâtons, des moyens pour contenir des manifestants, des boucliers, etc. Et l'amendement est passé et j'attends voir si l'amendement figurera dans la mouture finale du texte qui sera adopté par l'Assemblée nationale. Voilà, c'est difficile en l'espace de quelques minutes de me rappeler de tout ça, mais je gardais un contact aussi avec ma base. Mon téléphone, je ne l'ai pas changé au fait. Les 081 054 62 72, je l'utilise depuis que j'étais en L1, en première licence de droit à l'université de Goma, et ce numéro est resté ouvert durant tous les mandats, excepté évidemment au début de l'année 2015, parce que j'ai été victime, tout comme d'autres acteurs politiques de l'opposition, en tout cas ceux dont les numéros de téléphone étaient bloqués pendant un mois. Et ces numéros étaient bloqués. Et puis ça a été rouvert par la suite. Donc ça m'a permis de garder contact directement avec mes électeurs, mais aussi avec d'autres personnes, des partenaires avec qui je communique. Je suis chargé des relations extérieures dans mon parti et j'essaye d'entretenir un réseau, hein, des amis, les partenaires, parce que le Congo ne peut pas évoluer en vase clos. On a besoin de conseils, aussi des partenaires. C'est très important. Et voilà, c'est un peu comme ça que je peux résumer mon travail. Je ne rate aucune vacance parlementaire. J'y vais chaque jour, chaque fois qu'il y a vacances parlementaires. Je n'apporte toujours pas de solutions. Hein? Pourquoi? Parce que je ne suis pas le gouvernement, je ne suis qu'un membre du Parlement. Hein? Mais au moins je restitue, je fais le compte rendu du travail que j'ai effectué à Kinshasa. Et je sais qu'il y a ceux-là qui comprennent ce que je fais, mais il y a aussi d'autres qui ne comprennent peut-être pas ce que je fais. Et je comprends aussi, hein, parce que quand il y a la souffrance, les difficultés, hein, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille, c'est parfois difficile de cerner ou de différencier que voilà, tel député fait bien son travail et il n'est vraiment pas à considérer, il n'est pas à verser dans les lots de tout le monde. Hein, parce que la responsabilité en cette matière en politique, elle est aussi individuelle, un peu comme la responsabilité pénale. Depuis le 15 février 2017, le mandat d'amener comme acquis illégal, vous le reconnaissez, mais le président de la République a lobby à promettre l'élection. Et bino bokoti na glissement, que ce soit la majorité et l'opposition. Et pour Nabino, glissement est aussi Lacan, parce que le président de la République n'a pas promis les élections. Tangi malobawana na journal allemand Oyo babengaka Der Spiegel. Hein? Pourquoi? Parce que le président de la République a pesi interview moko moulaï na journal wana. Je pense que c'est parmi les grands journaux il y a Germany, hein? Il y a Allemagne. Na kati ya journal wana justement président a lobby qu'il y a promettre élection te. Mais moi je pense que eza likambo ya promesse te. Eza exigence légale constitutionnelle. Donc ngana za personne aza na pouvoir ya compromettre. Hein, et puis c'est une exigence légale. Eza ba disposition ya constitution oyo toponi na référendum. Hein, en 2005, à la fin de 2005, président Kabila, président de la République, a promulgué constitution, des constitutions Nabiso. Hein, il faut tout sangana pour que constitution oyo ezala vraiment respectée. Et donc, eza likambo ya promesse que non ngana promettre démocratie, ngana promettre élection, aucun promettre te, eza exigence légale. Et puis, autre chose, c'est qu'à la fin de l'année passée, acteurs politiques à Congo démocratique, Mboka Nabiso, signé mukanda oyo babengaka accord politique, accord de la Saint-Sylvestre. Nakati ya mukanda wana, il était prévu gouvernement, premier ministre, il faut aouta rassemblement mobimba oyo, rassemblement ya racine oyo, hein, rassemblement. Mais lelo premier ministre azana consensus large T. Pourquoi? Parce que bande konaye neti ba Félix, ba Moïse, bande konabiso, ba membre ya rassemblement, bandimié te. Donc il fallait premier ministre azala personne oyaza consensuelle et il fallait aouta dans le rassemblement de l'opposition. Et puis il fallait mettre sur pied structure kobenga Conseil national de suivi. Wana problème parce que toyebi jour nini et ezoumela. Hein? Il fallait normalement bâtir en place structure wana pour que aider le Parlement dans le suivi et le préparatif à l'élection. Hein? Pour qu'on sache est-ce que Pesi Mbongo Seni, parce que Seni est que ça la élection te ce qui Mbongo ezate.
Donc il fallait mettre en place structure wana. Mais tractation eza mulai tilelo nako yebi sabino ngana yebite jour nini ko installer structure wana. Et donc je crois que ce qui est important c'est quoi? D'abord tozo courir risque munene na lelo. Risque justement il y a deuxième glissement parce que premier glissement population est sépélité hein batu nyonso hein balandi élection à la fin de l'année mais à un moment donné même la communauté internationale a trouvé que c'est qui est important acteurs politiques basangana ba signer accord pour que tobanda mbula oyo na kimia avec rallonge ya une année. Maintenant il faut pas qu'on abuse. Il faut pas qu'on abuse. Il faut na souka ya mbula oyo à la fin de l'année comme c'est prévu élection et salama. Ce qui est élection et salamité eh bien risque eza ebelé pour que to manque kimia na mboka na biso. Maintenant il faut to sangana oza la mutua majorité, oza la mutua opposition, oza la société civile, oza la église. Ce qui est important en dépit na ba coloration ebelé toza nango, ce qui est important eza avenir ya mboka oyo, il faut to protéger mboka oyo, mboka ya bana na biso, mboka ba koko na biso nous ont légué, il faut que to protéger mboka oyo parce que toza ngana za mboka mibalete. Congo de Mokanangai, naza na double nationalité, hein, naza congolais, neti yo, neti elle, eh bien, parce que jusque-là, le principe c'est l'unité, pas la pluralité de nationalités, il faut tout sangana pour que tout protéger Mboka. Honorable parti na yo UNC, ils ont la difficulté mingi na population. Vous semblez que Kabwana, parce que vous êtes parti à opposition, vous avez preuve makasi na 2015. Je crois jour à marche il y a le 19 le 20 le 21 janvier peuple vraiment à Kangama Kinabino mais pour tout le bana minito yo boza vraiment na peuple té et puis départ à cadre belé na UNC likamboni nezo le kakuna na UNC. Est-ce que honorable Juvenal à Rosala mutu ya mbote ou bien mutu les prochains sur la liste était à Rolongwa na UNC hein? Naza UNC chargé à relations extérieures, même si le cravate nanga ils a rejeté, il faut changer quelquefois. Mais Naza UNC convaincu. Hein? J'ai contribué aussi à installer UNC na circonscription nanga ya Walikale, candidat INC, député INC, membre à INC na relations extérieures. INC est un parti national parce que le parti est belé, c'est un parti à caractère national. Hein? Comme on a parti Oyo, président Papa Ndako, hein? Mokolo Ndako, vice-président Mwasi, Mama Yabana, hein? Secrétaire général peut-être fils aîné. Hein? Non, et la réalité il y a INCT. Bisous tous parti avec vocation nationale, ils parti monene, avec ambition, de grandes ambitions. Pourquoi? Parce qu'à l'instar d'une année. Hein, président Nabiso a se présenté comme candidat président de la République. Et puis, à outil troisième, on a exploit monene. Et puis, député, 18 députés hein, à l'espace d'une année. Est-ce que yo yebi parti Oyo, à part peut-être parti à Emmanuel Macron, la République en marche, hein, parce que la République en marche et à Macron, ils ont parti à Sika en France déjà et remporté législative en France. Et ça n'est parti na biso INC parce qu'à l'espace d'une année tu remporta qui siège est belé dans l'Assemblée nationale. Et puis ensemble avec d'autres groupes, d'autres partis politiques, on a fait ce qu'on appelle UNC allié, groupe parlementaire Nabiso. Départ, ça arrive. Départ, dans toute société, il y a toujours des choses à améliorer, d'accord? Et puis parti Nabiso parti politique nyonso ils ont neti aéroport hein? À l'aéroport ceux qui ont commis aéroport neti Njili neti Charles de Gaulle il y a des avions qui atterrissent hein? C'est-à-dire adhésion. Il y a aussi des avions qui partent, c'est-à-dire les départs. Donc on ne peut pas forcer les gens parce qu'on reste dans un parti politique par conviction. Moi je suis convaincu. Pourquoi? Parce que dans mon parti politique, d'abord, je partage l'idéologie de mon parti politique, c'est la social-démocratie. C'est une solution de compromis entre libéralisme et des valeurs de socialisme.
C'est vraiment un exemple de compromis. Et j'aime l'idéologie de mon parti politique, les projets de société en rapport avec les jeunes. On place les jeunes au centre. Il y a le projet Nabiso, les femmes aussi à l'UNC. Hein, on les place au centre des préoccupations. C'est vrai, les gens disent que non, Bozan a combien de femmes ministres. Mais Biso tozu pouvoir te, parce que cause pouvoir, et ça à travers l'élection. Biloko ezo salama lelo eza juste compromis politique pour que token des élections. Donc jusque là eza victoire démocratique te. Maintenant il faut to bundana d'ailleurs. Tozo se préparer, président Aouti Est a sali tourné wana Goma Bukavu et puis il est parti également na Kwango qui quitte na Bandundu bandeko ya Bandundu en tout cas matondo mingi pourquoi ba yambi président et Sengo Makasi. Tozo se préparer pour que to komana victoire wana neti parti à Macron ba siège législatif pourquoi pas président de la République parce que président Nabiso aza candidat potentiel président de la République il fallait aussi la sondage pesanga résultat sondage au sali toza na population tu sais population est un grand observateur. Vous comprenez? Et puis, il faut faire la différence entre curiosité et popularité. Et ça, des choses différentes. Ce que l'équipe est ok, par exemple, Kalamu. Et puis, tout ça, tout ça, on a curiosité. Et ça, on curiosité. Et ça, faut être congolais, les Kinois, baza curieux, et puis même les Parisiens, baza curieux, même les Sud-Africains, baza curieux. Mais popularité, c'est autre chose. Maintenant, à travers les urnes. Par exemple, Papa Tshisekedi, Azalaki Moutouaza, Azalaki vraiment populaire. Pourquoi? Parce que ça s'est constaté dans les urnes. Et les élections telles qu'on connaît, ça n'était pas des élections très bien organisées. Sinon, résultat, Vieux Tshisekedi, président de l'UDPS, père de la démocratie, allait être autre que ça. Voilà la popularité. Donc, Vieux Tshisekedi, Azalaki, n'a curiosité autour de sa personne, n'a popularité réelle. Parce que tu constates que popularité on a à travers les urnes. Mais les politiciens, comme on a, c'est vrai, Aza connu. Est-ce que Aza connu dans le bon sens a attiré curiosité? Mais est-ce que Batoubaza prêt vraiment se sacrifier pour lui apporter le soutien et pour qu'il décide Azala, par exemple, Mokonzi, tu constater, il faut token de biso nyon son élection. Voilà, c'est très important. Élection de thermomètre Yasuka. Des thermomètres, vrai thermomètre pour que tu aies nani aza populaire. Comme vous avez parlé de la jeunesse et vous êtes aussi membre du réseau de jeunes parlementaires. Mais jeunesse congolaise, ils ont souffert ma casse. Bino Mozaba député, réseau et jeunes parlementaires. Quelles sont les dispositions au Bozozoa pour nous plaider pour la jeunesse congolaise? D'abord, qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que avant le Parlement, le problème, tous autres étaient Esaïbel. Même si la solution, ça n'arrive toujours pas. On est conscient. Je ne vais pas faire de la démagogie ici parce que tout ça, la session, la plénière, les travaux en commission, tu préparer la loi, par exemple, loi sur l'électricité, pour que tu libéralises le secteur. Parce que tu dépend de la société moko et asnel. Au Futimbongo, chaque fin du mois, facture, mais dessert et électricité, il faut tout libéraliser le secteur wana tout comme secteur ya assurance wana eza ba réforme importante to sali na mandat oyo na législature oyo ya 2000 to bandaki na 2012 ti 2016 en principe parce que awa na souligné qu'à un moment donné que toza dans l'illégalité vraiment toza sur grâce à y a accord na accord oyo ekosila à la fin de l'année, c'est-à-dire ceux qui toza na disposition mon sous-souté normalement à la fin de l'année on n'a plus de base. Il faut dire la vérité parce que base Nabiso c'était la constitution jusqu'à la fin au mois de février. Maintenant là on est sur base de l'accord. Il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut vraiment accord wana et salama dans les concrets. Alors c'est vrai retomber il faut patienter peut-être. Mais nous faisons un travail. Alors on a constaté que le Parlement est en misala ebele. Mais qu'on se focalisait vraiment sur le problème des jeunes, souvent c'est difficile. Raison pour laquelle 40 députés bassent l'initiative. 38, parce qu'il y a deux qui avaient déjà l'âge, un qui avait déjà l'âge avancé, je crois. 38 et 38, c'est 38 pour dire vrai. On était à 39, pas 40. On était à 39, mais il y a un qui avait... Il était avec nous dans les réunions, c'est l'honorable Ambatobe, qui est ministre pour le moment.
qui était la 39e personne. Mais nous sommes à 38 des députés jeunes, de moins de 40 ans, actifs. Président Nabiso, honorable Patrick Mouyaya, Aza Ilio Afuna, Aza membre ya Palou, le président Nabiso. Tous en hétérogénéité na kati ya parti Nabiso. Avec comme objectif, amener Parlement et s'intéresser à la question ya jeunes. Par exemple, la question ya emploi. Wana is un grand problème na Kinshasa. Ba université, ils ont marché à ils ont mboka na ba diplômé ba tondi mais mosala eza wapi. Mosala eza te. Politique de plein emploi eza wapi. Eza te. Même ba ferme agro-pastoral par exemple Bukangalonzo ngang na kanisi que tango makambo wana tango programme wana ebandaki je pensais que ça allait donner de l'emploi aux jeunes. Donc il faut des programmes comme ça pour encadrer les jeunes, parce qu'une jeunesse qui n'est pas encadrée, il faut le dire la vérité, à la longue, elle peut être bombe à retardement. Et donc l'emploi, c'est un problème qui nous intéresse et on a commencé des réflexions dans ce sens-là. Problème de la santé de la reproduction, par exemple. Les naissances, ça nous intéresse, la santé de la reproduction. Il y a les problèmes de l'éducation. Est-ce que tous les jeunes ont accès à l'école? Même si l'accès à l'emploi est difficile maintenant, pour étudier, il faut au moins avoir étudié. Est-ce que par rapport moyen il y a qu'à supporter scolarité? Tu as suivi même collègue Mouyaya Sali intervention, il a touché les aspects de l'éducation. Donc c'est très important, on se focalise sur toutes ces questions. Tous en a financement, salaire nabiso, à partir de salaire nabiso, tu grignoter moi moqué pour que tout ça la activité. On a eu parfois quelques activités avec UNFPA, FNOAP. Quelques activités avec MONUSCO, rencontre Nabagène, on était même une fois à Maluku, je crois, et on était même à Bandal, tout ça. On a déjà fait quelques activités. Il y a d'autres activités qu'on est en train de prévoir avec l'Union européenne, par exemple, parce qu'à la fin de l'année, il y aura ce qu'on appelle Sommet Afrique-Europe à Abidjan. Au mois de novembre. Bisotozo préparé, moi document, moko, idée, quels sont les problèmes des jeunes quinois, des problèmes des jeunes de Kinshasa, pour que la rencontre voilà mon naine, parce que l'Union européenne est un grand partenaire en Afrique, non seulement à Congo, pour que idée wana échanger avec partenaires à l'Union européenne. Pourquoi pas un délégué du réseau des jeunes parlementaires? On va voir les moments venus, mais déjà on travaille ces documents-là. On est en train de travailler, il y aura un atelier et on est en contact avec l'Union européenne. On a été avec le centre Wallonie-Bruxelles, avec les journalistes, on a signé un engagement pour éviter la violence en période préélectorale. Bref, il y a beaucoup d'actions qu'on est en train de réaliser. C'est peut-être encore tôt pour que tu évaluer l'impact, parce que tout en ancienneté moulaïté. Réseau des jeunes parlementaires. Mais c'est quand même une structure qui bouge, parce que des réseaux, il y en a beaucoup, mais il y a quand même des réseaux qui travaillent bien, comme le réseau des femmes parlementaires aussi. Et nous, on est les réseaux des jeunes parlementaires qui évoluent au sein du Parlement, avec membres qui viennent de différentes tendances. Parce que président, par exemple, Azamoutoua Palou, majorité. Premier vice-président, Azamoutoua INC, Ngamoko. Opposition. Et, par exemple, rapporteur Nabiso Azamoutoua, je crois Moutoua PPRD, honorable Ida, Eledi Katanga, de Bukama. Nous avons notre rapporteur adjoint Azamoutoua Opposition Oyo Radical, Rassemblement. Ndekonangai, honorable John Kolela. Boyebi très bien John Kolela à IDPS. Donc, tous en a hétérogénéité, tu as Rassemblement Bazana Kati. Olivier Ndundo, Azana Kati. Tu as majorité bazana kati ya structure Nabiso. Et on a besoin de collaborer aussi avec les jeunes, parce que nous-mêmes nous sommes des jeunes. Association des jeunes, on peut nouer des contacts, sceller des partenariats, tout ça, ça nous intéresse. Donc n'ayez pas peur de s'approcher de nous, même les journalistes, des jeunes journalistes, on est en contact avec vous. Pourquoi? Parce que ce qui est important, jeunes journalistes, jeunes politiciens, jeunes artisans, jeunes commerçants, l'essentiel c'est que chacun a apporté pierre naillée dans la reconstruction et en Mboka. C'est très important, au-delà de nos couleurs, de nos tendances politiques. Honorable, l'ONU a sorti plusieurs rapports accablants contre le régime de Kinshasa. Mais cela n'a produit pas des effets bénéfiques, tant entendus par le peuple congolais. Aujourd'hui, toute l'opposition, disons toute la nation, sauf le pouvoir, vous réclamez une enquête internationale sur les
les massacres en fait, qu'il y a eu au Kasaï. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces enquêtes que vous réclamez de la part des Nations Unies? Je regrette beaucoup la situation au Kasaï. Je déplore en fait cette situation parce que le Kasaï était parmi les havres de paix en République démocratique du Congo. On entendait des bruits, ce n'était pas au Kasaï, c'était à l'est du Congo, c'était au nord Kivu, au sud Kivu. Et le Kasaï était épargné pendant de longues années. Sous la Deuxième République, sous l'époque du maréchal Mobutu, on n'a pas connu des situations comme ce qu'on est en train de connaître, des morts d'hommes, les hommes de Dieu, les pasteurs de l'Église catholique. Il nous parle de combien, selon les sources de la nonciature de l'Église catholique, c'est combien? C'est 3000 si j'ai bien suivi RFI. Il y a aussi des déplacements massifs des populations jusqu'à inquiéter un peu l'Angola, notre voisin qui doit penser à renforcer ses mesures de sécurité. C'est que c'est une situation préoccupante avec la mort de l'assassinat, il faut le dire, de deux experts des Nations Unies, Marc Echarpe et Zaïda Catalan. Ça montre que la situation elle est préoccupante et il faut prendre cette situation dans toute sa mesure et toute sa dangerosité. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bon, la justice congolaise a promis une enquête. Elle se poursuit. Parfois, on dit que non, elle serait à la fin. Mais, entre-temps, les violences continuent parce qu'il n'y a pas un temps de répit. Ça continue. Eh bien, moi, je crois qu'il n'y a pas de mal à se faire aider, à recevoir l'aide des autres, de la communauté internationale. Surtout que dans le récent rapport présenté par le haut-commissaire Zeid Hussein, le prince Zeid Hussein à Genève, il y a cela 2 jours, il a été relevé qu'il y aurait, il y a des possibles complicités entre les tueurs au Kasaï et nos éléments des forces de l'ordre, c'est-à-dire des FARDC. Eh bien, ça, à ce niveau-là, pour l'honneur de la République ne devrait pas refuser une enquête internationale. Parce que lorsque vous êtes cité dans une affaire, eh bien, de grâce, vous n'avez plus à revendiquer pleinement la plénitude de votre pouvoir à ce niveau-là. Juste pour l'honneur personnel, si moi j'étais ministre des Affaires étrangères, je n'aurais pas conseillé le gouvernement congolais à insister trop dans les discussions. Est-ce qu'il faut une enquête internationale? Est-ce qu'il faut juste envoyer des experts? Moi, à la place du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, je trouverais que c'est contre-productif insister ou s'éterniser sur une telle discussion. Je trouverais aussi contre-productif ou contre-productive des sanctions ou de la réciprocité, la réplique, tout ce que vous voulez, contre les mesures de sanctions qui ont été prises justement pour nous réveiller la classe politique congolaise et surtout établir les responsabilités, parce qu'il y en a, il faut dire la vérité, c'est qui bloque la marche de ces processus électoraux. C'est pour notre bien, mais c'est aussi pour le bien du monde, parce que les élections, c'est un facteur de stabilité au Congo, et non seulement la stabilité pour les Congolais, la stabilité pour la région, la stabilité pour l'Afrique et pour le monde. C'est un vaste pays. Imaginez un Congo qui basculerait dans la violence plus grave que ce que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas l'Afrique centrale qui resterait dans la stabilité, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le monde. Donc, quelque part, il y a une responsabilité. Le Congo, ce n'est pas comme le Burundi. Il faut dire la vérité. Le Congo, ce n'est pas comme la Centrafrique, vu sa position géostratégique. Et donc, quand il y a des problèmes au Congo, ne pensez pas que c'est uniquement les Congolais qui sont censés les résoudre, comme j'entends souvent les ministres des médias les dire, souveraineté, souveraineté. Eh bien, on est dans une situation où nous sommes un grand pays, nous devrions offrir l'opportunité à l'Afrique. Les gens devaient venir ici faire le commerce, parce que les commerces n'ont pas de barrières en réalité, et le Congo devait être plus prospère que ça. Nous devrions être comme l'Afrique du Sud, ce pays ici, peut-être plus que l'Afrique du Sud. Et donc nous sommes conscients, c'est notre responsabilité en tant que Congolais d'être en retard, et notre ressenti le retard des autres qui nous entourent. Et donc un frère aîné comme ça, qui est en retard, un frère aîné qui ne veut pas avancer, eh bien, alors s'il y a d'autres, des oncles, des tantes qui veulent lui donner des conseils, moi je ne vois pas pourquoi il peut le refuser. Et puis notre histoire par exemple avec la Belgique, c'est un peu comme l'histoire d'un enseignant avec son enseigné, avec son élève. L'enseignant, le souci de l'enseignant, c'est de toujours voir son élève prospérer. Mais ça peut arriver qu'un étudiant qui était brillant,
hein, et du coup, comme ça, par la distraction, autre chose, tombe dans l'inefficacité, la médiocrité. Eh bien, ne pensez pas que cet enseignant sera heureux. Et à un moment donné, on risque de considérer les propos de cet enseignant comme de l'ingérence dans la vie privée de son élève. Et pourtant, c'est un réflexe, je dirais, naturel, psychopédagogique, hein, pour l'enseignant d'être fier de toujours voir son fruit, son produit prospérer, avancer, se débrouiller dans la vie et témoigner de ce qu'il a reçu comme éducation de base quand il était enseigné. Et donc, on ne devrait pas engager une polémique que je considère du reste inutile. On s'achemine devant une situation où, parce que les Africains ont pesé de leur poids à la diplomatie africaine, ce qui fait que l'hypothèse d'une enquête internationale, une commission pour une enquête internationale, une mission d'enquête internationale, c'est de moins en moins probable. Et qu'on s'achemine vers une solution où il y aura une équipe d'experts étrangers qui vont travailler côte à côte avec des équipes d'experts congolais. Équipe d'experts, ce n'est vraiment pas enquêteur. Vous voyez, on s'achemine vers une formule comme celle-là. Est-ce qu'il faut dire que la diplomatie africaine a réussi? Voilà, c'est une question importante. Je n'ai pas de réponse à faire, à donner ici, mais je sais que l'Égypte s'est impliquée, la Tunisie. La Tunisie s'est affichée, les Togo, les Burundi, excepté l'Angola. La position de l'Angola a été la position des pays occidentaux. Il faut une enquête internationale. Parce que l'Angola subit les conséquences, hein, au niveau de sa province nord. Hein. L'Angola subit les conséquences de cette guerre qui se passe au Kasaï. Et donc, moi je crois qu'il y a plusieurs raisons qui justifient aujourd'hui une enquête internationale. Ça serait une bonne chose qu'il y ait cette enquête internationale et que des responsabilités soient établies. C'est très important et ça va beaucoup nous aider. Parce que ces phénomènes aussi, on ne sait pas ça cache quoi. On n'est pas en train de comprendre. Mais moi ici, je n'ai pas encore arrivé à cerner qu'est-ce qui aurait... c'est quel message au fait? Que la prison de Makala se casse et que 4000 personnes s'évadent. Hein? Je ne suis pas trop surpris. Pourquoi? Parce que déjà, une prison censée abriter 1500 personnes, mais qu'il y ait dedans 8000 personnes, allez-y comprendre que ça devient beaucoup plus un enfer qu'un lieu de rééducation. Et dans un enfer, s'il y avait une porte de sortie de l'enfer, un exit, porte-exit comme dans l'avion, ou porte tout simplement sortie, eh bien les gens sortiraient de l'enfer. Hein? Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas que la prison ou les prisons congolaises soient comme des véritables enfers ou des mouroirs. Il faut que les prisons congolaises soient des lieux de rééducation. Honorable Juvenal Mounoubo, vous êtes élu du Nord Kivu et vous êtes la personne mieux placée qui pourra nous éclairer sur la situation sécuritaire de Béni. En fait, nous avons connu de massacres perpétrés et c'est continuel jusqu'au jour d'aujourd'hui. On peut situer le début de la militarisation. C'est difficile de situer vraiment avec exactitude le début de la militarisation de cette zone. Mais il y a beaucoup d'armes en circulation à l'est du Congo et le pic a été l'entrée de l'armée rwandaise. Toute une armée, imaginez l'armée d'un pays voisin, s'est déversée sur le pays et l'armée n'a pas été désarmée. Hein, et je m'excuse, ça paraît comme une tautologie, c'est que l'armée rwandaise n'a pas été désarmée dans le camp à Mugunga, à Kibumba en 1994, après le génocide au Rwanda. Et donc, ils ont été installés pas très loin de la frontière. Et c'est justement le fait qu'ils n'ont pas été désarmés. Une armée qui se déverse chez le voisin. Et c'est pour cette raison que le Rwanda, craignant peut-être une épuration ethnique des Tutsis ou une attaque contre le Rwanda, Kagame avec Museveni, avec sûrement l'appui de certaines puissances, ils ont fait ce qu'on appelle AFDL et on a trouvé un combattant de longue date, Laurent Désiré Kabila, qu'on a mis à la tête de cette coalition des mouvements rebelles, parce que l'AFDL, ce n'était pas une seule rébellion, c'était l'ensemble des mouvements qui se sont coalisés, une coalition, une plateforme. Et donc, la militarisation. C'est une zone très militarisée. Et puis, à un moment donné, il y a eu des dirigeants pas très responsables, irresponsables, qui ont développé des mécanismes de self-defense, d'autodéfense, qui ont donné des armes aux civils. Lorsque l'armée n'assurait pas les contrôles pleinement, affichait certaines faiblesses dans la couverture du territoire sur le plan sécuritaire, alors il y a des acteurs, à tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, qui ont armé des civils.
Ça, c'est une situation à l'Est. Et puis, à la faveur des accords, parce qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, le DDR n'a pas toujours été une réussite. Que ce soit l'accord global et inclusif signé fin 2002 à Sun City, à Pretoria, en Afrique du Sud, après les dialogues de Sun City, que ce soit l'accord signé en 2008 à l'ULPGL, l'Université libre des pays des Grands Lacs, l'acte d'engagement avec plusieurs groupes armés au nord Kivu, une quarantaine, et au sud Kivu. Et puis après, c'était le programme Amani. Que ce soit l'accord signé avec le CNDP, que ce soit l'accord signé à Nairobi, déclaration de Nairobi avec le M23, après la défaite du M23, honneur à Mamadou qui nous a quitté, général à titre posthume, et Baouma, eh bien, vous verrez très bien que ces accords, il y a eu des aspects peut-être sur le plan politique, on a donné des postes politiques aux gens, faire des gens des ministres provinciaux par exemple, vous voyez, ou quelques amnisties. Mais en réalité, le volet DDR n'a pas vraiment marché. Donc ces jeunes gens-là qui savent manier les armes, on devrait les encadrer autrement, au profit de la communauté. Il n'est pas dit, puisqu'on a signé un accord, que tous les éléments d'un groupe armé peuvent faire partie de l'armée. Sinon, l'armée, ça devient quoi? Il faut de l'excellence. On ne doit pas recevoir dans l'armée n'importe qui. Ce n'est pas tous ceux qui ont pris les armes qu'on doit les recevoir dans l'armée. Ça contribue à coup sûr à affaiblir la réforme du secteur de sécurité, la réforme de l'armée. Mais il y a moyen de développer des activités alternatives, des métiers alternatifs pour ces gens-là. On a besoin, par exemple, d'une protection civile. Vous voyez, le service de protection civile n'est pas très avancé ici. Quand il y a, par exemple, l'incendie, est-ce qu'on a des gens, des volontaires bien formés en protection civile? Les services anti-incendie, est-ce qu'il est efficace? Vous voyez, Goma, il y a souvent des nouvelles comme ça, des tristes nouvelles où des maisons brûlent, parce qu'il y a des maisons en planche aussi à Goma. Il y en a des belles aussi, des bonnes maisons en dur. Donc, protection civile, on peut les orienter là-bas. On peut ouvrir des parcs agro-industriels, comme Bukangalozo, ou peut-être mieux que Bukangalozo, et d'autres, tout autour de Kinshasa, parce que c'est agro-pastoral, cet espace. Et puis ailleurs aussi, parce que le Congo a une énorme hydrographie. Et le sol est très fertile. On a des terres arables un peu partout au Congo. Et pourquoi ne pas ouvrir des parcs agro-industriels où il y a des fermes, où les gens travaillent, les jeunes gens, je ne pense pas qu'il y ait des jeunes gens ici, vous lui promettez, vous lui dites, voilà monsieur, vous aurez $200, ou vous aurez, c'est le minimum, où vous aurez par exemple $300, aller travailler dans un parc agro-industriel, et qu'il y ait des gens ici pour s'enregistrer. Je ne pense pas qu'on puisse manquer de gens. On ne sécurise pas comme il se doit nos frontières aussi. Il n'y a pas un plan de réforme en profondeur de nos services de migration. Alors, l'ensemble de tout ça, je ne dis pas qu'il y a des raisons politiques. Je me limite à ce niveau-là. Parce qu'il faudra des investigations pour les savoir. Mais si je me limite déjà à ce niveau, vous constaterez que les problèmes, il y en a beaucoup et qui peuvent justifier certaines situations. Et là, à Beni, on nous a dit hier que c'était qui? C'était des Maïmaï qui sont allés libérer des prisonniers ADF Nalo. C'est quoi ça? Ça veut dire que ça pourrait peut-être confirmer le fait que les ADF ougandais collaborent avec des Congolais. Parce que les Maïmaï, ce sont des Congolais. Vous comprenez? Et qui sait que ce sont les combattants seuls? Il doit y avoir sûrement des tireurs de ficelles. Où sont les tireurs de ficelles? Ils pourraient être au Congo, ils pourraient être au Nord Kivu, ils pourraient être en Ouganda, ils pourraient être dans la région. Et donc, il faut agir, il faut renforcer les mesures de sécurité. Le gouvernement doit prendre en charge toutes ces questions-là, parce que le Premier ministre Tshibala a promis les élections. Eh bien, pour y arriver, eh bien, il doit engager son gouvernement dans la sécurisation du pays, pour ramener la sécurité à l'Est, pour ramener la sécurité au Kasaï. Et la communauté internationale qui est prête à nous aider pour les Kasaï, pour une enquête internationale. Moi, je la souhaite aussi au Kivu. On a réclamé cette enquête au Kivu maintes fois, mais elle n'est pas arrivée. Alors, ça a failli être une bonne occasion que ça commence par les Kasaï. Et donc, le gouvernement n'avait pas vraiment de raison de refuser ou de demander, ou de dire, voilà, s'ils arrivent, c'est moi qui assure les leads. Vous comprenez? Et pourtant, le gouvernement est déjà épinglé même dans les rapports du haut-commissaire qui a été présenté. On a parlé d'une milice Banamura qui est impliquée qui serait impliquée dans le massacre au Kasaï. Et donc, voilà. Moi, en tant que député, je suis juriste.
défenseur des droits de l'homme, en tout cas je l'ai été quand j'étais dans la société civile, eh bien tout ce que je peux faire c'est d'interpeller le gouvernement et de ne surtout pas engager un bras de fer qui à la longue risque de se révéler contre-productif. Parce qu'il y a aussi les bras de fer en relations internationales, il faut en tenir compte. La puissance, on ne doit pas ignorer ça. Ce n'est pas de la religion, les relations internationales. C'est le jeu d'influence des forces. Il faut en tenir compte et pas engager son peuple dans une confrontation qui ne va pas produire des effets positifs. Apparemment, le président Kabila est pris comme un enfant chéri de la communauté internationale. J'ai dit ça parce que déjà, au Rwanda, les élections auront bel et bien lieu, telles que fixées dans leur constitution, c'est le 4 août. En Angola, là où nous savons que il y a pas la démocratie, vraiment. Il est fait mandat. La date. Donc, en fait, c'est le 28 août qu'il y aura les élections. Mais quand au problème de la RDC, il se pose un problème réel. On vous envoie toujours au dialogue. Et je vous apprends que un troisième dialogue serait en train d'être préparé pour préparer le glissement à la fin de l'année. Est-ce que vous allez participer à ces élections-là, à ces dialogues que la communauté internationale est en train de préparer? Et moi, je ne pense pas que l'idée d'un troisième dialogue serait en train de prendre corps. Si j'avais des informations, je pouvais vous les dire parce que ça n'aurait pas été un très très grand secret après tout. Mais il se pose quand même un problème parce qu'il y a des conditions pour aller aux élections. Pour aller aux élections, la première condition, c'est quoi? Le consensus entre acteurs politiques, majorité, opposition, société civile. Et vous savez, ce n'est pas bien. Un pays qui va aux élections et qui ait une frange importante d'acteurs politiques qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui s'organise. Vous comprenez, hein? Je parle des amis du rassemblement. Et donc, je l'avais dit d'ailleurs à France 24, au correspondant permanent de France 24 ici, quand le président de la République était passé ici pour son discours sur l'état de la nation, le dernier discours en tout cas. Et moi, j'avais dit que quand le président de la République a annoncé un prochain gouvernement, quoi, il avait annoncé, je crois, dans 48 heures. Et moi, j'avais dit qu'il y avait un préalable à remplir. C'était quand même une rencontre entre le président de la République et le rassemblement. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on arrive à un gouvernement suffisamment consensuel. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est que M. Tchibala a été nommé ministre. C'est vrai, l'UNC a un poste ministériel, nous avons un ministère du budget, parce que notre choix, c'est de mener une opposition institutionnelle, participante, apporter notre pierre à l'édifice au sein des institutions et pas simplement en dehors des institutions. Ça, c'est notre option que nous avions levée. Et je crois qu'on peut rester opposant en état dans les institutions. C'est possible. On peut toujours rester. Surtout qu'on est dans un contexte assez particulier où les lois ne s'appliquent pas toujours dans toute sa rigueur. L'exemple, c'est la Constitution qui ne s'applique plus dans toute sa rigueur. Mais on ne doit pas continuer dans cet état des choses. Nous n'avons qu'un sursis d'une année. Il ne faut pas rester dans l'illégalité 2 ans. C'est pourquoi on doit mettre fin à cette illégalité à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait l'élection, il faut qu'il y ait les élections, il faut qu'il y ait l'alternance. Et donc, troisième dialogue, je n'ai pas des informations. Là-dessus, je vais m'informer davantage, mais ça ne devrait pas avoir comme finalité uniquement le partage des postes ou un nouveau gouvernement. Je pense que c'est important que les acteurs politiques maintiennent les dialogues. Maintenir le dialogue, ce n'est pas grand format, se retrouver au centre interdiocésain ou dans un hôtel. Garder il faut qu'on arrive quand même à une situation où tous les acteurs sont d'accord, mettre la confiance sur la CENI qui organise les élections, mettre la confiance sur la RTNC, les médias publics, ça va, où les acteurs se mettent d'accord sur un calendrier, une feuille de route, se mettre d'accord sur le décaissement des fonds pour la CENI. Il faut qu'on arrive à une situation où qu'il y ait de la transparence, de la traçabilité, de la clarté. C'est important. Ça peut rassurer des bonnes élections. Évidemment, il faut sécuriser le Kasaï, il faut sécuriser les Kivu, l'ex-Kivu, le Nord Kivu, à l'occurrence. Mais évoluer tel que nous évoluons maintenant, il n'y a pas beaucoup de certitude que nous allons vers les élections. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que déjà, les consensus manquent. Et comment avoir les consensus? Il n'y a pas 4000 solutions pour avoir les consensus. Il faut échanger, il faut dialoguer. Mais pas reprendre des dialogues comme ceux qu'on a déjà connus.
On fait un dialogue. À l'issue, il y a un gouvernement qu'on dit d'unité nationale ou de cohésion, je ne sais pas. Et puis, les résultats, c'est l'opposition qui se retrouve fragilisée. Ça a été comme ça avec les concertations nationales. Hein? On a trouvé un parti d'opposition fragilisé parce qu'on a pris son secrétaire général, on en a fait ministre ou vice-premier ministre. C'était la même chose avec les dialogues de la Cité de l'Union africaine. Et puis, on prend quelqu'un de l'opposition pour voir si, peut-être, je ne voudrais pas prêter les intentions aux gens, mais la réalité est que ça a fragilisé sa famille politique, celui qui a été nommé Premier ministre après les dialogues de la Cité de l'Union africaine. Les pétitions, l'article 27 de la Constitution, les mémos, les pétitions, les adresser à l'autorité, faire des sit-ins, désobéissance civile, tout ça c'est prévu dans la Constitution. D'ailleurs, la forme la plus clairement exprimée des désobéissances civiles, c'est au niveau de l'article 64. Faire échec à toute personne qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Cela n'est pas interdit. Celui qui appelle à appliquer l'article 64, ce n'est pas quelqu'un qui appelle à une subversion. C'est différent. Et il ne faudrait pas que les amis du pouvoir fassent de l'amalgame. Il ne faut pas que les porte-paroles du pouvoir nous fassent de l'amalgame. L'article 64, ça ne veut pas dire appel à l'anarchie. Hein? L'application de l'article 64, ça veut dire le respect de la Constitution. Celui qui applique l'article 64, c'est-à-dire il s'engage à respecter la Constitution. Hein? Donc la Constitution n'a pas que l'article 70, ou la Constitution n'a pas que l'article 64 alinéa 2. Il y a l'alinéa 1, il y a l'alinéa 2. Donc il faut lire la Constitution de part en part. C'est très important. Plusieurs Congolais veulent à ce que l'opposition prenne des armes pour renverser plutôt le pouvoir de M. Joseph Kabila. Et comment partagez-vous cette problématique? Vous savez, madame, la Constitution ne parle pas de l'usage des armes. Tout renversement d'un régime constitutionnellement établi est un crime imprescriptible. Vous voyez, donc il faut qu'on fasse très attention. Un acteur politique qui appellerait à ça, en tout cas, serait en marge, serait vraiment en marge de la Constitution. Mais par contre, la Constitution prévoit des moyens de désobéissance civile. Ça va? Vous savez, ailleurs, comme il y a des pays, la révolution de la jasmine, en Tunisie, on n'a pas utilisé des armes. Il y a moyen pour la population de montrer qu'elle est mécontente sans utiliser les armes. Il y a moyen de montrer que nous sommes mécontents. Hein, les services publics, la manière dont ces services fonctionnent, ce n'est plus à notre satisfaction. Qu'on s'est éloigné de la Constitution. On peut revenir dans la Constitution pour justement amener le peuple à exprimer qu'il n'est pas d'accord avec sa gouvernance. Cela est possible. Hein, et on peut le faire sans utiliser les armes. Et ça peut avoir des effets plus forts que l'usage des armes. Hein, c'est ce que les gens doivent comprendre. Que la désobéissance civile, l'article 26 de la Constitution, l'article 64 surtout, peut avoir des effets beaucoup plus durs, hein, des effets beaucoup plus rassurants que l'usage des armes. Parce que l'usage des armes est à proscrire. Vous voyez, il ne faut pas utiliser les armes. C'est à proscrire parce que les armes, ça n'amène que le sang, ça n'amène que la destruction. Mais les moyens d'un peuple qui exprime son ras-le-bol et qui reste dans le cadrage constitutionnel, c'est possible. Il y a d'autres, sous d'autres cieux en Afrique, pas aller très loin, qui l'ont expérimenté et ils sont arrivés à un changement. Mais il faudra savoir capitaliser le changement. Il ne faudrait pas que lorsque vous arrivez à un changement et que vous soyez dans des régimes d'exception et que ça soit difficile par la suite, parce que retrouver l'ordre constitutionnel, ce n'est pas du tout facile. Raison pour laquelle, tant que c'est possible encore d'échanger, il faut échanger. Mais il faut que dans l'échange, que les gens n'aient pas des agendas cachés, il faut que les gens soient animés de bonne foi, hein, et que l'objectif ne soit pas les postes politiques, mais que l'objectif soit organiser des élections et aller vers l'alternance. Dernière question. Nous acheminons petit à petit vers le 30 juin. C'est notre 57e anniversaire de l'indépendance. Quel message que vous pouvez lancer au peuple congolais et à la communauté internationale, aux Blancs, par rapport à cette date-là? Bon, c'est vrai que le 30 juin 1960, Léopoldville, ça n'était pas si grand que Kinshasa. Il faut vraiment dire la vérité. Ce n'était pas une grande ville, hein. Mais c'était une ville propre. Ça n'était pas une grande ville, mais Léopoldville, Kalina, Gombe, c'était propre. Et plus propre que maintenant.
Et donc, c'est une journée, ça sera une journée pour moi, une journée d'interpellation. Il faut s'interpeller. Vous êtes gouverneur de la ville, vous êtes bourgmestre d'une commune, vous êtes ministre des infrastructures, vous êtes premier ministre, vous êtes responsable de l'État à n'importe quel niveau, vous êtes acteur important de l'opposition, vous êtes militant d'un parti politique, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes journaliste. C'est une interpellation pour nous tous pour dire, mais qu'avons-nous fait de notre indépendance? Les Congo qu'on nous a légués, on nous l'a légué propre. Kinshasa nous a été légué très propre. Qu'avons-nous fait de Kinshasa? À part la démographie qui a évolué. Est-ce que la ville est suffisamment interconnectée? À part les artères principaux, les artères comme boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin, quand même il faut dire que ça n'était pas comme ça à l'époque de la Deuxième République. Il faut faire une évaluation juste objective. Mais lorsque vous prenez l'avenue Université, est-ce que c'était comme ça à cet état à l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, qu'avons-nous fait de tout ça? Les quelques jalons que les Belges nous ont laissés et que Mobutu a essayé au début de les entretenir, on avait ici des entreprises. Des sociétés en tout cas comme Itex Africa. Vous savez, il y avait des endroits aussi où on faisait le montage des pièces de véhicules ici, que ce soit Iveco, tout ça. C'était ici. General Motors, voilà. Est-ce qu'on a encore tout ça? Des grandes usines, il y en a eu dans ce pays. La sidérurgie de Maluku. Vous voyez la belle époque. Lorsque vous lisez les 500 visages du Zaïre, un grand livre produit à l'époque du maréchal, ou le profil du Zaïre. Il y a des livres importants, moi j'en ai encore, où vous pouvez voir avec des photos en couleur ce qu'était ce pays. Vous comprenez? Est-ce qu'on a terminé les barrages d'Inga que Mobutu a commencé? Voilà. Il y a autant de questions. Nous devons évaluer. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Comme le disait Mobutu d'ailleurs, il l'a dit d'ailleurs au Sénégal en 71. Ce qui compte le plus, c'est l'indépendance économique. On a déjà eu l'indépendance politique, oui, on a eu pays souverain. Mais est-ce que économiquement on est pays souverain? Ça, c'est une question importante. En tout cas, si Mobutu était vivant, en tout cas, il allait conseiller à son fils, le porte-parole du gouvernement, que souveraineté, oui, mais la meilleure souveraineté maintenant, c'est l'indépendance économique, l'autosuffisance alimentaire. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais meurent de malaria. Vous voyez, vous êtes malade parce qu'il y a beaucoup de moustiques, la salubrité pose problème, et puis vous ne trouvez pas des médicaments, vous n'êtes pas bien pris en charge parce que la malaria, vous faites pas attention. Et donc, on doit évaluer. C'est une évaluation dans les sociales, dans les infrastructures, dans l'économie, dans la politique. Est-ce que la politique... Est-ce que Lumumba avait pensé un seul instant que nous serions dans les régimes de dialogue politique, gouvernement d'union nationale, dialogue politique, gouvernement, ou des guerres, tout ça, Chimbulu, Beni? Est-ce que Lumumba avait pensé que ça devait être ça? Est-ce que Mobutu au début pensait vraiment que, évidemment lui il disait quand même qu'après lui ça sera les déluges, est-ce que ça c'était une malédiction? Voilà, il faut engager des réflexions au-delà du défilé militaire, peut-être qui pourra être organisé, je ne sais pas, il faut suivre les programmes officiels, mais au-delà de tout ça, il faut réfléchir, des conférences par exemple, des réflexions, même s'il n'y a pas de grandes conférences, mais au moins, ça devait même être des réflexions dans les familles, que chacun, en famille aussi, en famille, il faut aussi que papa, maman, c'est ça le patriotisme. Ailleurs, ça se fait, où on fait une évaluation. Qu'est-ce que ma famille peut apporter comme contribution à la nation? Parce que le grand défi aujourd'hui, c'est l'éducation. Il nous faut une société éduquée. Et puis la pauvreté se rajoute encore, parce que la pauvreté, c'est souvent l'ennemi de l'éducation. Lorsqu'on se bat pour la bonne éducation, et lorsque c'est sur un fond de pauvreté, c'est parfois difficile pour les parents de maintenir le cap et de donner la bonne éducation à leurs enfants, parce que la pauvreté, ça amène des contraintes. Et ça gêne parfois l'éducation qu'il faut donner aux enfants. Et donc, il faut engager des débats, des réflexions dans ce sens. Et puis, la réflexion importante, où va le Congo? Dans les prochains mois, qu'est-ce qui se passera à la fin de l'année? Est-ce que les gouvernements, maintenant qu'on a un gouvernement, le gouvernement Tshibala qui est là, maintenant qu'on a des gens qui promettent des mobilisations dans les prochains mois, est-ce que
Doit-on évoluer comme ça jusqu'à la fin? Est-ce que ça rassure à quelque chose? Qu'est-ce qui peut être fait? La communauté internationale, est-ce qu'a-t-elle encore un autre rôle à jouer? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer encore? Voilà, autant de questions. Il faut en parler, il faut engager une réflexion objective, sincère. Et ça sera la bonne fête de l'indépendance si on organisait une telle réflexion. Au-delà, évidemment, des défilés militaires et autres choses, il y a des manifestations traditionnelles qui s'organisent, mais au-delà de ça, il faut faire aussi quelque chose qui n'est pas traditionnel, mais qui fixe les caps vers l'avenir. Honorable Juvénal, le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans notre émission Retrouvailles. Et merci également pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, suivez-nous sur www.info16.com. Merci à tous les téléspectateurs. N'hésitez pas, c'est avec plaisir, c'est une bonne initiative. Avec le même plaisir, j'aurai à partager mes analyses, mes idées, d'abord en tant que Congolais, en plus en tant qu'acteur politique. Merci pour les remarques de tout le diaspora. Nous avons toujours besoin de vos remarques pour améliorer. Hervé Moulumba, tu as un mot à dire pour le... Non, je dis à tous les internautes de nous suivre sur YouTube, Info 16.